Je vous souhaite la bienvenue dans la mairie du plus bel arrondissement de Paris. Compte tenu de la qualité et du nombre d'invités prestigieux, je me garderai bien de les citer tous, parce que dans ces cas-là, on en oublie toujours un. Enchanté, Francis Piner. Oui, je disais donc que je vous remercie d'être venus très nombreux pour cet événement. C'est toujours un plaisir pour la mairie du 16e d'accueillir les membres de la communauté. La mairie du 16e, depuis Claude Goatzgen, a une longue tradition d'afficher sa solidarité avec l'État d'Israël et d'afficher également sa volonté de lutter contre l'antisémitisme. Claude Goatzgen avait affiché le portrait de Gilad Shalit. Il y a peu de mairies qui le font et nous maintenons cette tradition. Ce colloque est un colloque qui manifestement a du succès. Je félicite les organisateurs et je vois que finalement vous êtes tellement nombreux qu'il a fallu faire une salle pour retransmettre par écran. Je vous souhaite de bons travaux et je vous souhaite évidemment la bienvenue à tous et profitez bien de cette excellente séance. Merci. Merci. Eh bien, merci, Monsieur le maire, d'abord de nous avoir accueillis ici. Et je sais qu'ici, beaucoup sont nombreux qui ont l'habitude de fréquenter ce salon. Et on sait que vous êtes toujours à mettre à notre disposition les moyens de la mairie. Je remercie aussi toute l'équipe technique de la mairie qui nous a aidés à organiser ce salon. Madame l'ambassadrice, merci d'être là. Madame la consul du Royaume du Maroc, merci. Monsieur le grand rabbin, qui a une tâche particulière ce soir, est ici aussi. Merci à toutes les personnalités, merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Peut-être que on va un peu bousculer l'ordre du jour, puisque j'avais prévu de faire une petite introduction que je vais décaler, puisqu'il y a une des lauréates, Madame Suarez, qui, souffrante, n'a pas pu venir, et Monsieur le grand rabbin qui accepte de recevoir le prix pour elle, pas à sa place, mais simplement le porter. Monsieur le grand rabbin qui est là doit nous quitter plus rapidement, et donc on va d'abord remettre le prix. Mais avant cela, peut-être que Madame l'ambassadrice, si vous voulez dire quelques mots, je vous en prie. Je vous remercie du fond de mon cœur et bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le maire Francis Spiner, Monsieur le grand rabbin de France Chaim Corsia, le président du consistoire central Eli Corsia, est-ce qu'il est venu? Pas encore. Pas encore, alors j'ai prévu. Bon. Monsieur Ahmed Khadouche, ministère plénipotentiaire et conseiller culturel près l'ambassade du Royaume du Maroc. Il est là? Pas encore. Ahmed, pas encore. Bon, alors je suis en avance. Madame Nada Bakali, consul général près l'ambassade du Maroc. Oui, elle est là. Pour moi, c'est très ému et ça touche moi qu'elle est ici. Et puis, Monsieur Mustapha El Bouazaoui. Non, il n'a pas venu. Il n'est pas encore là. Bon. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, la date du 30 novembre a été choisie en référence la décision de la Knesset, le Parlement de l'État d'Israël, de commémorer chaque année en ce jour l'exil de réfugiés juifs du monde arabe. Notre ambassade a publié des brochures qui sont à la disposition du public
le ministère israélien des Affaires étrangères fait circuler une exposition traduite en langue française retraçant la chronologie du parcours de ces exils parfois oubliés. Car en effet, si la migration de communautés juives a commencé de la fin du XVe siècle avec Isabelle la chrétienne, elle s'est considérablement accélérée au milieu du XXe siècle lors de la création de l'État d'Israël, bien sûr. Dans les quelques années qui suivent, environ 900 000, presque 1 million de juifs ont dû quitter le pays où ils vivaient depuis des siècles, voire des millénaires. 2 tiers d'entre eux se sont réfugiés en Israël, qui a dû rapidement les absorber tout en se constituant en État souverain. Le reste a essaimé à travers le monde, notamment en France, en Italie, en Royaume-Uni, jusqu'au Canada, aux États-Unis et en Argentine comme au Brésil. Beaucoup dans mon pays ont accédé depuis à des postes importants dans le gouvernement national et dans le acteur public et privé. Ils ont apporté une contribution précieuse au tissu de la société israélienne. Et cette histoire n'a jamais fait l'objet d'un véritable travail de mémoire, au risque de tomber dans l'oubli, au moment même où le plus jeune de ces exils arrive à la fin de leur vie, malheureusement. Or, ces déracinements successifs font partie intégrale du vécu de chaque famille séfarade, méditerranéenne ou orientale. Leurs cultures vivantes font partie intégrante de la mosaïque du peuple juif sur la terre d'Israël. Des périples doivent être relatés aux générations présentes et futures, aux juifs comme aux chrétiens et aux musulmans, autant ici en France que dans le monde entier, en montrant non seulement leur appellation et leur souffrance endurée par les exils, mais aussi leur résilience et leur capacité d'intégration à leur pays d'accueil, tout en conservant une partie de leur identité et de leur culture. Voilà. Aujourd'hui, en Israël, toutes les familles sont concernées par cet apport et ce métissage. Dans ma famille, par exemple, mon gendre est d'origine marocaine, ma belle-fille d'origine irakienne. On ne peut pas dire d'un tel ou d'un tel s'il est ashkénazi ou mizrahi. On ne sait pas. Pour témoigner son attachement à l'État d'Israël, INSEF, Institut européen du monde arabe, dont je tiens à remercier toute l'équipe que je félicite pour cette initiative réussie, organise ce soir son colloque annuel précisément à cette date hautement symbolique sur le thème patrimoine juif séfarade, histoire et avenir, dédié cette année à 3 pays amis, le Portugal, la Grèce et le Maroc. Permettez-moi à cette occasion de saluer la présence parmi nous de Madame la Consul générale près l'ambassade du Maroc et des personnalités et experts qui l'accompagnent. Merci beaucoup pour être avec nous.
encore une fois. Oui. Pour moi, je suis heureuse que les mairies du 16e arrondissement puissent devenir aussi un lieu de dialogue et de rencontre entre des pays porteurs du patrimoine juif des temps et pour le Maroc et certains de ses voisins. Des acteurs privilégiés des accords d'Abraham, si prometteurs pour l'avenir de notre région. Il est temps pour le monde d'entendre notre histoire et de mieux connaître notre destinée. Je vous remercie de votre intérêt pour cette histoire, tellement liée à celle du futur État d'Israël. Bienvenue à tous, shalom, salam alaikum et bonne soirée. Madame la consul, vous souhaitez nous dire quelques mots? Ça fera plaisir en tout cas à toute la salle. Bonsoir. En fait, j'ai pas de discours préparé, mais je remercie les organisateurs pour cette belle soirée. Merci Madame l'ambassadrice pour vos mots. Je ne vais pas parler d'histoire en présence de Monsieur Kenviv, je n'oserais pas le faire. Donc il va bien présenter notre histoire commune avec la communauté juive marocaine. Qui a toujours existé, les liens forts, cette histoire qu'on est encore en train de construire et d'écrire ensemble. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, on aura l'occasion ensuite, d'en parler. Donc, avant de poursuivre la petite introduction que j'avais prévue, donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la modification d'agenda, Madame Déborah Loupien-Suarez étant souffrante, elle n'est pas là, et donc le prix, Madame Suarez est donc lauréate du prix INSEF Abravanel, catégorie patrimoine, et donc ce prix qui va être remis par M. Hubert Lévy-Lambert sera remis au grand rabbin de France, Chaim Corsia. Donc j'appelle donc Hubert pour... il est là, et Monsieur le grand rabbin, Chaim, voilà, je laisse la parole à Hubert. Pour les techniciens, c'est bon. Oui. Toi, moi, je suis petit à la one. Merci de m'avoir confié le soin de donner ce prix. Je suis d'autant plus gêné que je suis ashkénaze à 100%, les Lévy venant d'Alsace et les Lambert de Lorraine, mais personne n'est parfait, je me soigne. Déborah Loupien-Suarez est née en 1980 à Bayonne. Elle a obtenu en 2007 un CAPA de l'école des avocats à Aliénor. Elle exerce depuis lors à Bayonne avec un cabinet secondaire à Bordeaux. Elle intervient notamment en droit de la famille, des personnes, de leur patrimoine et de la responsabilité médicale en particulier. Mais elle a aussi une action citoyenne. De 2008 à 2014, Déborah a été conseillère municipale de Bayonne. Elle y est revenue en 2020 avec un changement de majorité comme adjointe au maire, chargée de l'égalité femmes-hommes, c'est un vaste programme, du handicap, de la ville inclusive, de la lutte contre les discriminations, des relations avec les cultes. Elle est aussi membre des commissions municipales culture, patrimoine, animation et solidarité et des commissions extra-municipales sur les fêtes traditionnelles et la lutte contre les discriminations et l'égalité des droits. Elle est enfin conseillère communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque et elle est, last but not least, commandant dans la réserve citoyenne au sein du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Étant parachutiste aussi, je sais quand même que ce n'est pas facile. Mais Déborah a également une action communautaire. Elle est rapporteure du Consistoire de France, où elle préside également la commission Couple juif et médiation.
Elle participe à la commission de déontologie rabbinique et elle est vice-présidente du CRIF Aquitaine, vice-présidente du consistoire régional du Sud-Ouest et présidente du consistoire de Bayonne-Biarritz. Mais enfin, Déborah a une action culturelle et c'est la raison de ce prix que je suis chargé de lui donner ce soir. Elle est en effet présidente de l'association culturelle du musée juif de Bayonne, musée dédié à sa grand-mère Suzanne et à son grand-père Marcel Suarez, grand résistant, compagnon de la Libération, descendant de juifs portugais. Ce musée a été inauguré il y a quelques jours, le 2 novembre dernier. Son objet est de valoriser le judaïsme bayonnais, dont l'origine vient de juifs qui ont fui l'Espagne et le Portugal à partir de 1492, comme c'est indiqué sur ce panneau. Et ce musée donc présente le judaïsme bayonnais avec toutes ses particularités architecturales, culturelles et même culinaires. Je n'ai pas pu participer à l'inauguration, mais j'espère avoir le plaisir d'y aller prochainement pour une exposition temporaire qui serait consacrée, sur la suggestion de son descendant Olivier Herz, qui est polytechnicien comme moi, je ne sais pas s'il est là, à l'historien d'art Élie Lambert, dont une place de Bayonne porte le nom. Cet illustre membre de la famille Lorraine Ashkénaze Lambert, dont font partie les barons Lambert de Bruxelles et votre humble serviteur, est en effet né à Bayonne en 1888. Voilà, oui. Quand même, un peu. Mais je ne veux pas vous faire languir plus longtemps. Étant à l'origine de la création de ces prix, grâce à la cagnotte qu'AMUCEF lui a transférée en début d'année, j'ai proposé au bureau de l'INSEF, présidé par Serge, d'attribuer à Déborah le prix du patrimoine séfarade qui a été décidé à l'unanimité. Donc, cher grand rabbin, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le plaisir de te remettre un chèque qui n'est pas pour Déborah, mais qui est pour l'association culturelle, ainsi que la plaque que tu pourras lui remettre dès que tu la rencontreras à Bayonne, en faisant attention, puisqu'elle est contagieuse pendant quelque temps. Donc ce prix a été remis le 30 novembre 2022 à Déborah Loupien-Suarez, représentée par le grand rabbin, présidente de l'association culturelle du musée juif de Bayonne et à l'origine de sa fondation. Le grand rabbin est à l'origine du financement de ce musée et Déborah voulait le remercier personnellement, mais je pense que tu pourras en dire quand même quelques mots si tu veux bien. Merci pour eux. Reste avec moi. 3 minutes. Oui, bien sûr. Bien, mes chers amis, c'est vraiment un grand bonheur de recevoir ce prix au nom de la présidente Déborah Loupien-Suarez. Évidemment, je ne peux pas me remercier, mais c'est elle qu'il faut remercier, féliciter, parce que je vais essayer de vous montrer à quel point ce que vous faites est essentiel. D'abord, les mots qui ont été prononcés sont vraiment très importants. Ce musée est adossé à la synagogue de Bayonne, qui est une œuvre d'art qui est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et vous remettez un prix, je ne connais pas la somme du prix pour le musée, mais je tiens à vous dire qu'on dit dans le Talmud que Dieu est toujours Magdim Refoua Lamaka. Dieu donne la guérison avant la plaie. Or, elle a appris qu'il y avait ce prix, qu'elle recevait au nom de ce musée, ce prix, la veille du jour où il y a eu une pluie torrentielle qui s'est abattue sur Bayonne et qui a détruit le bout du plafond. Donc regardez, on sait déjà à quoi seront employés ces fonds formidables. Vraiment, merci, parce que c'est toujours bouleversant de voir des hommes et des femmes s'engager pour protéger un patrimoine qui soit matériel ou immatériel, ce que vous faites. Et moi, je voudrais remercier Madame l'ambassadrice d'Israël, qui a eu des mots formidables, même s'ils ont été un tout petit peu, Madame, contredits par notre ami, mais il ne s'est pas rendu compte qu'au fond, il vous donnait raison. Vous avez affirmé très justement, il n'y a pas de Ashkénaz séfarade. Oui, il y a des rites Ashkénaz, des rites séfarades, mais il n'y a aucune raison d'opposer les uns aux autres. Et nos enfants, comme vous l'avez dit, nos enfants se construisent ensemble. Et c'est ce qui est formidable, c'est ce que vous avez dit, et c'est ce que notre ami a raconté dans sa propre famille, puisqu'on vient de comprendre qu'au fond, qu'est-ce qui les rend merveilleux, ces amis alsaciens, c'est leurs origines bayonnaises. Et sachez que par le passé,
si je vous dis ça, c'est que vraiment, quand vous regardez historiquement les combats, il n'y a pas d'autre mot, entre les Juifs d'Alsace et les Juifs portugais, comme on les appelait, c'est-à-dire ceux de Bayonne, Biarritz, un peu Bordeaux, Pérorade, tout autour du sud-ouest, c'était assez émouvant. Et regardez comment l'histoire est terriblement faite avec la volonté de les rassembler. C'est ce que vous disiez, c'est formidable. Lorsque les nazis arrivent à Strasbourg, toute l'administration française s'en va. L'hôpital de Strasbourg est à Sarlat. La mairie de Strasbourg, la mairie est à Périgueux. Imaginez la mairie. Demande à Jérémy, si tu es maire du 16e arrondissement et on te dit ta mairie, elle est à Garges-les-Gonesse. Ça serait bizarre. Mais il faut y penser que pendant la guerre, la mairie de Strasbourg était à Périgueux. L'université était à Limoges, comme s'il y avait cette nécessité de retrouver ses racines. Je voudrais dire que Madame la Consul Générale, c'était formidableissime ce que vous avez dit, d'abord parce que vous l'avez dit avec cœur, et que vous avez raison. L'histoire partagée entre les Juifs et le Royaume du Maroc est une histoire qui continue à s'écrire. Moi, je voudrais vous dire simplement, avec, je dirais presque une petite pointe de jalousie, moi dont les parents sont d'Algérie, mais quand je veux me replonger dans un temps, quand je veux me replonger dans un temps jadis qui était un temps béni, je vais voir mes anciens, comme le dit la Bible dans le Deutéronome, vous l'avez tous reconnu, chapitre 32, verset 7. She'al avicha veyagetra zekenecha v'yamolar. Je vais voir mon ami, M. Bunan, et il me raconte ce qu'était cette Algérie. Interroge ton père, il te dira, tes anciens, ils te raconteront. Donc je vois bien la distance qu'il y a avec l'histoire qui fut et l'histoire que vous écrivez. Et je veux remercier, et si vous pouvez transmettre mes remerciements les plus vraiment respectueux à Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour avoir refait non seulement tous les cimetières juifs du Maroc, mais également le Mela de Marrakech. Et j'ai rencontré le patron qui maintenant dirige à Rabat, mais qui à l'époque était le wali de Marrakech, et qui m'a raconté que le roi visite et pousse une colère royale, c'est-à-dire discrète, en disant « Comment vous ne m'avez pas mis les noms des rues en hébreu? Changez-moi ça !» Et dans la nuit, il change les noms des rues pour les mettre en hébreu. Je trouve que c'est extraordinaire. Ça montre bien qu'à travers ce que fait Déborah Loupien-Suarez à Bayonne, à travers ce que vous faites tous, et vraiment vous en particulier, Hubert a lancé ça, mais Didier avec l'histoire d'Algérie, quand il nous parle de la Kaïna, on a l'impression qu'il parle de notre grande sœur. Serge, tu portes cette mémoire. Chacun, chacune ici, ce que vous faites, je pense à Claire qui l'a fait avec l'histoire des Juifs de Tunisie. Bref, quand je vous vois, je vois tant de partage d'histoire. Notre ami, le patron du musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui montre en fait tous ces exils et toutes ces fidélités. Parce que ce qui est merveilleux, c'est que oui, nous sommes profondément français et donc un peu attristés d'avoir été battus il y a quelques secondes par la Tunisie. Je le dis pour ceux qui espéraient voir le match tout à l'heure, c'est raté, on a perdu et c'est honteux, inadmissible. Mais c'est exactement ce qu'il nous fallait, c'est ce qu'il nous fallait pour nous rappeler à nos devoirs. Eh bien, je voudrais vous dire qu'en portant cette mémoire, vous nous rappelez à notre devoir de conservation, de non pas simplement une nostalgie, mais l'impératif devoir de reconstruire ces liens et de faire en sorte que, pour Déborah Loupien-Suarez, qui est vraiment une femme formidable, que les traditions du judaïsme qu'on appelle le judaïsme portugais soient pérennes, ces traditions qui consistent non seulement dans les bâtiments, dans la mémoire muséale, mais également dans les chants synagogaux et dans tout ce qui est, par la pérennité à côté du musée, il y a le mikvé, qui a pratiquement 900 ans d'ancienneté. Bref, tout ce que vous faites est une forme de bénédiction et d'espérance finalement partagée, parce que quand on partage l'histoire, on partage forcément le futur, l'avenir, c'est ce que je nous souhaite à tous. Merci. Merci pour elle. Serge. Merci, vraiment. Merci beaucoup, Ouais, bravo. Merci Hubert, merci Chaim pour ces mots. Merci à tous. Merci Jérémy d'être venu et de participer. Jérémy Radler qui est là et qui est adjoint au maire et qui vient nous accompagner une partie de la soirée. Merci beaucoup. Et aussi Monsieur Salmona, on en a parlé, Chaim en a parlé, qui est là et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et c'était vraiment un grand honneur. Merci beaucoup d'être là. Donc je reprends un petit peu cette fois le chemin qui était le mien dans cette introduction. L'Institut européen du monde séfarade se veut comme
Chaim l'a dit, un lieu de mémoire, mais se veut un espace séfarade d'ouverture et de dialogue entre des cultures, des religions et des civilisations. L'INSEF veut une prise de conscience de notre identité plurielle. L'INSEF veut inciter les nouvelles générations à la curiosité et la découverte de nos racines séfarades et veut transmettre cette chaîne de tradition et participer à faire de ce patrimoine une composante vivante de la communauté. L'INSEF, en partenariat avec toutes les associations communautaires actives qui depuis de nombreuses années, Claire en est un des exemples, depuis de nombreuses années réalise un travail remarquable de mémoire et de transmission séfarade, et dont je veux ici saluer la présence, l'INSEF a l'ambition de maintenir vivante l'identité séfarade et son patrimoine, tant historique que culturel. Avec ces associations de différentes communautés d'origine séfarade, nous voulons représenter la voix juive séfarade auprès des institutions et des autorités. Ce colloque est la première étape d'un cycle de conférences sur cette réalité. Quels que soient les pays d'accueil, les séfarades y ont vécu, les séfarades n'ont cessé d'avoir des affinités, des échanges avec les populations, et y ont laissé bien des traces constitutives de ce patrimoine séfarade dont nous allons parler. L'organisation de ce colloque s'inscrit sur les apports croisés de ces migrations successives et veut explorer l'histoire de ce patrimoine présent encore dans chacun de ces pays d'exil après l'expulsion d'Espagne. Évidemment, je ne m'aventurerai pas à faire un état des lieux en la matière, surtout face aux éminents historiens et spécialistes qui nous entourent et qui vont nous faire l'honneur d'être présents toute la soirée pour échanger avec vous. Mon propos sera de rappeler que les communautés juives installées sur la péninsule ibérique ont connu un épanouissement sans précédent dans l'histoire du peuple juif. Un âge d'or exceptionnel de 15 siècles dont l'influence continue de s'exercer dans la vie juive d'aujourd'hui. Les Juifs d'Espagne ont constitué l'une des plus importantes et des plus prospères communautés juives de la diaspora sous la domination successive des royaumes musulmans et des royaumes chrétiens. Notre ADN s'est tissé durant ces 15 siècles de présence juive. Il porte la mémoire d'un judaïsme éclairé qui a donné naissance à de très importants penseurs, philosophes, commentateurs de Torah, poètes, savants des sciences profanes. Cet ADN est aussi tissé de la mémoire de ces périodes cruelles de massacres et d'exil forcé. En hébreu, séfarade désigne l'Espagne. Cette Espagne que durent quitter des centaines de milliers de Juifs après le décret d'expulsion en 1492. Le décret du concile d'Elvire, qui s'est tenu au début du IVe siècle, confirme d'une très ancienne présence juive en Espagne. On le sait tous, les Juifs vivaient principalement en Andalousie et en Catalogne. La vie des Juifs en Espagne musulmane, Al-Andalus, a été une succession de périodes d'âge d'or et de persécutions, avec l'arrivée des Almoravides et des Almohades. L'application rigoureuse de la dîma a varié d'une époque ou d'un endroit à l'autre. Les Juifs ont ainsi régulièrement bénéficié d'une autonomie dans l'organisation de leur communauté, autonomie qui sera conservée en Espagne chrétienne et restera en vigueur jusqu'à l'expulsion effective des Juifs. Al-Andalus devient petit à petit un centre majeur de la philosophie juive. Les œuvres des séfarades ont dès lors rayonné parmi les intellectuels, bien au-delà de la communauté juive. Un des cas les plus remarquables est celui de Salomon ibn Gabirol, début du XIe siècle. Son œuvre philosophique, rédigée en arabe, nous a été transmise par sa traduction latine et a exercé une influence certaine dans le monde chrétien. À partir du XIIIe siècle, l'Église s'étant donné pour mission d'amener les Juifs et musulmans au catholicisme. L'Inquisition s'est établie d'abord en Aragon en 1233. En 1328, 6000 Juifs sont massacrés à Pampelune, Estella, Marsilla et Vienna. Les massacres de 1391
sont les conséquences dramatiques, et on doit en tirer les leçons aujourd'hui, des prêches virulentes qui incitent la population au massacre des Juifs. Les troubles débutent en janvier 1391 et le 4 juin, la Judéria de Séville est ravagée. 5000 morts, pillages, incendies, massacres et des conversions forcées de Juifs font rage dans les principaux quartiers juifs des villes de presque tout le royaume chrétien. Pendant cette vague de violence de l'année 1391, des dizaines de milliers de Juifs doivent se convertir au christianisme. Ces émeutes sont aussi à l'origine de la première grande diaspora séfarade. Les Juifs se réfugient en Afrique du Nord, nous y voilà. La plupart gagnent le Maroc, particulièrement Fès, ou l'Algérie, dont je suis issu, Tlemcen, Alger et Oran. La situation s'aggrave encore pour les Juifs et surtout les Maranes avec l'arrivée sur le trône de Castille d'Isabelle la catholique, mariée à Ferdinand d'Aragon. Dès le 31 mars 1492, se pliant aux injonctions de Torquemada, Isabelle et Ferdinand d'Aragon publient du palais de l'Alhambra le décret ordonnant l'expulsion des Juifs d'Espagne fixé au 31 juillet 1492. Dès la publication du décret, Isaac Abravanel, le nom ne vous échappera pas, et Abraham Senior font sans succès tout leur possible pour obtenir une abrogation. Finalement, la date du départ est reculée de 2 jours. La première destination des Juifs d'Espagne a été le Portugal. On en parlera tout à l'heure. De nombreux autres choisissent les côtes nord-africaines, on parlera du Maroc, l'Italie, les Balkans et l'Empire ottoman, d'où est formée la grande communauté de Salonique, et on va en parler. D'autres encore s'arrêteront tout au long du chemin depuis le sud-ouest de la France jusqu'aux Pays-Bas. Les Juifs espagnols emportent avec eux leur culture et leur langue. Le ladino et le judéo-espagnol vont perdurer principalement en Turquie, en Grèce et au Maroc. L'histoire de l'exil des Juifs séfarades est un exemple de survie, d'adaptation, d'ouverture au monde nouveau, avec une parfaite fidélité aux valeurs et aux enseignements du judaïsme. Les Juifs séfarades n'ont jamais cessé de transmettre et de développer un patriotisme, et de développer un patrimoine impressionnant. C'est de ce patrimoine dont nous allons parler ce soir, et je vais bientôt donner la parole à chacun des intervenants. Le Maroc, dont la présence juive à Meknès, Tanger, Fès, etc., a structuré cette conscience profonde des musulmans et des juifs maghrébins. Et bien maintenant, Monsieur Kanbib, je vous laisse la parole.